Alors déjà en préambule, je vais, par rapport à la présentation de François, je vais vous dire que je ne suis absolument pas dans les big data, je suis dans les small data. Je ne suis pas dans l'intelligence artificielle, j'essaie de modestement faire de l'intelligence collective vétérinaire. Et je ne suis pas isolé parce qu'on est à ce jour dans notre réseau près de 880 vétérinaires. Donc pardon pour la modestie de l'ambition, mais on a au moins l'avantage d'être dans le concret, avec déjà aussi 3 questions qu'on s'est posées. Comment on allait récolter les datas, comment on allait les interpréter et comment on allait les partager. Alors, pour nous, les datas, certes, ce sont des objets connectés, mais ce n'est pas que ça, surtout dans le domaine qui est le mien, qui est celui de la douleur. Et je vous l'expliquerai un petit peu après. Donc pour nous, les données, on les récupère en faisant des enquêtes. Et l'intérêt d'un réseau actif, c'est que vous avez d'excellents retours, puisque les gens sont des acteurs de ce réseau. Et donc on a fait un certain nombre d'enquêtes sur le lien homme-animal. On fait des enquêtes de pratiques de prescription, très répandues dans la médecine humaine. Et en veto, il faut absolument que ça se développe. Et puis on a une web application qui s'appelle Dolodog et qui nous permet d'évaluer la douleur chronique, notamment la douleur arthrosique. Et à ce jour, on avoisine à peu près les 1000 Dolodog. C'est inédit et il n'y a aucune autre grille validée qui peut revendiquer de tels chiffres. On est toujours en attente d'un collier connecté parce qu'au niveau de la douleur chronique, moi j'ai des exigences d'autonomie. Parce que j'ai testé auprès des propriétaires, ils ne sont pas du tout d'accord pour recharger un collier tous les 4 jours pendant 6 mois. Et moi, ce qui m'intéresse, notamment, j'ai un projet avec la CCI de La Rochelle, c'est l'amélioration de la douleur par les biothérapies. Donc, biothérapie, vous savez ce que c'est, hein, c'est tout ce qui est plasma riche en plaquettes, les anticorps monoclonaux, les cellules souches. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est semaine 25 par rapport à semaine 18, et c'est pas J1, J2. Et puis enfin, les données, ça va être aussi, parce qu'on est en train, au-delà de notre réseau, de monter des unités d'évaluation et traitement de la douleur. Et on a un partenariat avec Advesia où il va y avoir la première unité d'évaluation et traitement de la douleur. Et vous comprenez bien que ça va être aussi un lieu d'observation clinique. Donc, au niveau de la récolte des datas, on en est là. Ensuite, comment on va faire pour interpréter ? Eh bien, au niveau du réseau Cap Douleur, on a une équipe qui est transdisciplinaire. Donc, on a un partenariat fort avec non seulement l'Institut Analgesia, avec le professeur Échalier, qui est professeur de pharmacologie clinique. Il y a également Guy Simonet, qui est un chercheur qui a découvert, en fait, qui a beaucoup travaillé sur les phénomènes de sensibilisation à la douleur, notamment l'hyperalgésie aux opioïdes. Et puis enfin, on a Jean-Pierre Pignon, qui est biostatisticien et qui est responsable de l'unité de recherche en méta-analyse à Paris, dans une université. On a un directoire où j'ai la chance d'avoir été rejoint par Lucas Zilberstein et Charlie Pignon. Et puis on a toute une équipe de spécialistes qui ont pour rôle de jeter des regards croisés entre leur spécialité et notre expertise douleur. Et puis on va également avoir des domaines qui ont été insuffisamment explorés, notamment tout ce qui est douleur et cancérologie, douleur et neurologie, douleur et dermatologie, douleur et dentisterie. Et c'est vrai que notre première unité vétérinaire d'évaluation et de traitement de la douleur, ça va être un lieu privilégié. La troisième étape, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Moi, je pense que c'est intéressant pour améliorer déjà la connaissance de l'arthrose, de la douleur chronique. Il y a beaucoup d'insuffisances encore maintenant. Je pense que ça va avoir également des effets sur une approche phénotypique. Une approche phénotypique, ça nous permet de faire des sous-catégories cliniques. Et en fait, c'est la première marche vers la médecine prédictive et la médecine personnalisée. Parce qu'on fait des sous-catégories beaucoup plus homogènes. Et plutôt que de traiter tout le monde de façon standardisée, on va adapter nos traitements et on va donc être beaucoup plus pertinent. Ensuite, ça va nous permettre d'évaluer les potentialités, par exemple, des biothérapies. Et pour cela, on compte sur la réactivité de notre réseau, qui est né le 16 mai 2016 et qui, à ce jour, compte 250 cliniques avec 880 vétérinaires. On connaît l'importance des données, on sait aussi que ça ne peut pas se limiter au territoire national. Donc on a déjà tissé des relations étroites avec le Québec, la Belgique et l'Italie pour internationaliser ce réseau et donc multiplier les données. Ce que je voudrais dire, ça me tient à cœur et je pense que ça va réjouir notre vice-président de l'ordre, c'est que pour moi, je pense qu'il faut absolument que le vétérinaire soit au cœur de cette expertise en e-santé animale. Parce que le sujet dont je m'occupe, la douleur, ça ne peut pas se traiter uniquement avec des algorithmes. Parce que la douleur, ce n'est pas une suite de 0 et de 1, ce n'est pas du plus ou du moins, ce n'est pas du blanc ou du noir, il y a des nuances de gris et il n'y a qu'un seul professionnel de la santé qui peut aborder ces nuances, c'est le vétérinaire. Et donc,
moi, ce qui m'intéresse, et c'est tout le but de nos formations Cap Douleur, c'est de dire qu'il y a des potentialités inouïes avec les objets connectés, avec ces web applications, mais que ça ne pourra être exploité au mieux que si c'est confronté à de la médecine narrative. Alors là, ça peut peut-être vous faire sourire, mais la médecine narrative, c'est une compétence qu'on peut avoir à partir du moment où on sait interpréter des récits, et puis à partir du moment où on conforte l'examen clinique. Voilà. Donc la douleur, quand on connaît bien ce que c'est, avec cette porte d'entrée corticale, qui est sensoridiscriminative, qui est très précise, mais quand vous savez aussi qu'il y a aussitôt une coloration émotionnelle qui est complètement subjective, eh bien, ça veut dire, la boucle est bouclée, ça veut dire que vous ne pourrez jamais définir de la douleur avec des algorithmes. Par contre, bien sûr qu'il ne faut pas s'en priver. On a vu tout à l'heure aussi avec les guêtres la détection de boiterie, ça existe aussi en canine avec les tapis de marche. Mais là, vous n'êtes que dans une évaluation fonctionnelle de la douleur. Vous n'êtes pas dans une évaluation comportementale. Et quand on sait que la douleur chronique s'accompagne toujours de modifications du comportement, que ce soit de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, eh bien ça, c'est que un travail commun entre le propriétaire et le vétérinaire avec son expertise qui va pouvoir l'exploiter. Donc voilà, je pensais que c'était important parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du vétérinaire praticien tout au long de cette journée. On a parlé de train en marche. Voilà, on a l'impression qu'on est dans le train. Certains disent qu'on va trop vite. On est peut-être dans un TGV, parce que le temps ordinal n'est pas le temps technologique, ou le temps de certains électrons libres. J'ai bien compris ça. Mais d'un autre côté, il faut qu'on avance, et il ne faut pas qu'on subisse les mêmes risques qu'en exercice rural, où les vétérinaires vont avoir du mal à rattraper ce retard. Donc je suis très optimiste pour le développement de la e-santé en ce qui concerne les praticiens canins. Encore faut-il qu'il y ait des solutions fiables, ergonomiques et d'apprentissage facile pour les vétérinaires. Merci beaucoup Thierry. Moi j'ai tout de suite deux questions. La première, c'est j'aimerais savoir comment réagissent les propriétaires lorsqu'on leur propose cette approche qui est en fait ce que j'appelle une approche multicanale, hein, avec un examen traditionnel, un examen clinique en cabinet, ce qu'ils ont l'habitude de voir. Lorsqu'on leur propose en plus une application et éventuellement un tracker d'activité. Comment réagissent les propriétaires ? Est-ce que ça prend du temps de leur expliquer ? Si oui, qu'est-ce qu'il faut expliquer ? Est-ce qu'il faut les convaincre ? Ou est-ce que face à toi, tu as des gens qui sont convaincus parce qu'ils sont prêts à faire des efforts pour leur animal ? Ils sont prêts à faire des efforts si on ne commence pas à parler technologie et qu'on reste sur le terrain de la sensibilité, le terrain de l'empathie. Voilà. Donc il y a d'abord une démarche de relation client, de qualité, d'alliance thérapeutique, d'éducation thérapeutique. Et puis, dans un deuxième temps, bon, vous savez que sur Leader, donc on a ces spécificités au niveau de traitement de la douleur. On a énormément de gens qui sont prêts à nous suivre, mais c'est dans une continuité. Et moi, je fais le pari de cette complémentarité. Ça ne peut pas le remplacer. Par contre, ça peut être extrêmement utile. Mais on ne peut pas tout substituer. Alors tout à l'heure, c'était, je ne sais plus toi qui parlais de risque de déshumanisation, c'est ce que pointent les gens. Mais nous, c'est même pas un problème de déshumanisation, c'est que le sujet ne s'y prête pas. Le sujet ne s'y prête pas parce qu'on est dans le domaine de la douleur, avec un impact fort, parce qu'on est sur le bien-être, etc. Et donc la e-santé, c'est extrêmement profitable pour notre exercice, mais je pense que ça sera un fiasco si il n'y a pas ce lien fort avec le vétérinaire. Et du côté, seconde question, du côté des 880 vétérinaires avec lesquels tu travailles, est-ce que ces concepts d'approche multicanale, hein, d'approche complémentaire passent bien et tu vois ça comment en fait je pense que tu vas beaucoup sur le terrain, tu les rencontres, tu animes un certain nombre de réunions en ce moment. Je pense que tu peux témoigner. C'est un peu la même chose avec les formations. Il ne faut pas croire qu'un réseau, ça arrive comme ça par hasard. Il y a forcément un énorme travail sur le terrain. Et depuis qu'on a commencé ça, on a rencontré 1200 vétos. Et ce n'est pas des groupes de 200 vétos, c'est des groupes de 10-12. Donc il faut un travail de terrain. Après, c'est facile quand vous êtes sur un réseau parce que les gens sont des acteurs de ce réseau. Donc on a tout un système de veille, ils reçoivent des newsletters, ils sont au courant. Et donc, ça me paraît facile. Je crois qu'on a franchi la première marche qui était la plus difficile. Parce que là, la marche qu'on a franchie, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire dire à des gens dont la sensibilité, c'était plutôt de travailler chacun dans son coin, de dire on va partager et on va mettre en commun nos expériences. Et je trouve qu'il y a un véritable changement d'état d'esprit où on n'a plus de rétention d'informations.
Et on a au contraire un partage d'expériences, que ce soit les acupuncteurs, les phytothérapeutes, les ostéopathes. Et ça, c'est très réjouissant. Et je crois à une réelle motivation sur le terrain, vraiment. Et derrière, question complémentaire, il y a un business model, il y a quelque chose, il y a une facturation, comment tout ça est... Alors, quand je rencontre les gens extérieurs au monde vétérinaire, ils ne comprennent pas le business model. Ils disent, mais comment tu peux t'en sortir ? Ben voilà, je pose la question. Alors, moi, j'ai dit, mais j'ai la chance d'avoir des partenaires qui m'aident, des partenaires des laboratoires. C'est clair, il n'y a pas d'entrisme, il n'y a pas de publicité. Donc, j'ai appris un terme, ça s'appelle du love money. Love money, c'est quand on aime bien quelque chose et qu'on trouve on est amoureux d'une démarche. Donc, j'ai des gens qui sont amoureux de ma démarche, donc c'est bien. Et puis, j'ai aussi un accompagnement par la Chambre de commerce de La Rochelle qui est sensible au fait que c'est une initiative provinciale. Donc, tout ne se passe pas à Paris. Et en toute modestie, c'est aussi une initiative qui reste unique, même au niveau international, parce qu'on n'a pas l'équivalent ni en Europe, ni aux États-Unis. Voilà. Super.